Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Monsieur Franck-Alain Caboret, qui est président du Royaume du Trophée. Il est également président de la Fédération de la chasse sportive de l'Afrique de l'Ouest et il gère notamment la réserve, le ranch du gibier du Singou et il gère également, il est concessionnaire et guide d'État pour le campement du Lion. C'est cela, Monsieur Caboret? Bien ça, affirmatif. Donc, pour vous, quand on organise un salon comme le CITO autour du tourisme et de l'hôtellerie, vous pensez qu'on oublie les gîtes comme le vôtre, des campements comme le vôtre? Non et oui, parce que nous sommes bien représentés à ce salon, même jusqu'au niveau du comité d'organisation. Nous disons qu'un salon de tourisme sans les concessionnaires des zones de chasse, ça ne verrait pas le jour. Parce que le tourisme ne s'arrête pas uniquement à voir les sites, mais c'est à voir aussi nos zones de chasse où il y a des animaux sauvages qui attirent beaucoup plus les gens quand même. Il faut reconnaître quand même que si nous faisons les statistiques, vous verrez quand même qu'en ce qui nous concerne, nous avons à peu près 30 000 visiteurs dans ce milieu-là seulement. Mais c'est un milieu très sélectif, hein, celui de la pêche, de la chasse sportive. Si, c'est vrai, comme j'ai l'habitude de dire, c'est comme si vous allez jouer au golf. Il n'est pas donné à tout un chacun de pouvoir aller à la chasse. C'est une histoire de passion, c'est vrai, mais quand même, il faut avoir des moyens. Mais nous conjuguons les deux. C'est-à-dire, prenons un exemple si simple, il y a toutes les bourses. Quelqu'un qui veut chasser le lion ou quelqu'un qui veut chasser le buffle. Par contre, quelqu'un qui vient uniquement pour faire de la petite chasse, c'est tout à fait raisonnable. Et nous pensons que, en ce qui concerne les touristes, ce n'est pas une grande ardoise. Parce que pour faire de la vision, avec un fonctionnaire moyen, on peut pouvoir faire de la vision. Moi, je parle du cas intérieur d'abord. Alors maintenant, si c'est le cas extérieur, la plupart de tous ceux qui viennent de l'extérieur peuvent faire de la vision à moindre coût. Quand vous parlez de vision, c'est qu'il s'agit d'aller dans les ranchs pour simplement regarder les animaux se déplacer, se mouvoir dans le ranch. C'est cela? C'est bien ça. Vous regardez les animaux, vous faites de la photo et vous pouvez également faire un pistage. C'est comme si vous chassez. Parce que vous, les hommes de médias, vous chassez avec le micro. Et la caméra. C'est bien ça, parce que vous voulez écouter le rugissement d'un lion, vous êtes obligé d'avoir le micro et la caméra. Donc c'est la même chose que les uns et les autres. Ce n'est pas tout à fait toute personne qui rentre dans nos concessions va directement pour faire de la chasse. Alors je profite pour dire, quand nous avons affaire aux écolos qui trouvent que nous décimons, non. Le contraire, nous ne faisons que faire ce que la nature demande. Une régulation. C'est bien ça. Voilà, le mot est trouvé. Parce que les gens ne viennent pas vers nous, ne cherchent pas à comprendre, parce que nos États n'ont plus de moyens nécessaires pour faire face à ça. C'est pour ça les États là donnent aux concessionnaires privés des opérateurs qui ont leur business et qui rentrent, qui mettent beaucoup d'argent pour conserver et pérenniser la ressource pour des générations futures. Si nous ne sommes pas là, ça veut dire que les braconniers, ils vont tout décimer et nous n'aurons plus que de pleurer un jour ou l'autre. C'était cela ma question d'après. C'était de savoir quelle est la différence entre un chasseur sportif et un braconnier. Parce qu'ils font exactement la même chose, ils abattent des animaux. Et à partir de quel moment on place le curseur sur chasseur professionnel, chasseur sportif et braconnier? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Merci de nous donner l'occasion. C'est un point très sensible. Un chasseur professionnel officiel, c'est un chasseur. Prenons le cas de l'extérieur, nous recrutons un chasseur dans les salons de chasse en Europe. Nous discutons, nous signons un contrat. Clé en main, les chasseurs arrivent au Burkina, nous le prenons de l'aéroport jusqu'à la concession. Nous organisons son séjour, il chasse. Les trophées,
nous organisons encore pour le rapatriement des trophées. Il prend son permis, il est officiellement enregistré au niveau de chez nous, au niveau de l'État et au niveau de l'aéroport. Partout ailleurs, même dans le monde entier, si vous interrogez, vous savez que tel chasseur est là. Par contre, le braconnier, c'est quelqu'un qui n'a ni de loi, ni de foi, qui tire sur tout ce qui bouge et qui n'a aucun document, comme on le dit, il braconne. Mais s'il braconnait même bien, c'était mieux. Mais il ne connaît pas. Normalement, on ne doit que tirer les mâles. Les mâles, par exemple, un lion, il faut aller à partir de 7 ans qu'on peut tirer un lion. Un buffle, c'est à partir de 3 ans. Il y a le cornage qui rentre. Mais par contre, le braconnier, dès qu'il rentre seulement, c'est femelle, c'est petit, c'est quoi? Lui, il ne cherche pas à comprendre, c'est tirer. Je profite de votre micro pour encore parler du cas de l'éléphant. L'éléphant est braconné extrêmement au Burkina. Pas plus qu'hier. Je parle d'hier. Hier, le 28, non, si je ne m'abuse. Un éléphant a été braconné dans une de nos concessions. En moins de 4 mois, nous avons vu 20 éléphants ont été braconnés. Et ce n'est pas pour rien, c'est juste seulement pour la défense et on laisse pour rien. Alors ça, c'est le travail du braconnier. L'éléphant est protégé. Et le braconnier, lui, c'est juste aller vendre. Combien ça coûte, je ne saurais vous dire. Mais je profite encore parce qu'il n'y a que la demande. S'il y a la demande, évidemment, les gens vont aller. L'offre et la demande. Mais la demande n'est pas sur le marché africain en matière de défense d'ivoire. Oui, mais on passe par les pays africains, les ports et ainsi de suite. Nous savons que c'est de l'autre côté. Mais tout est fait de telle sorte que, par exemple, nous, ceux qui ont les ports, c'est par là que la marchandise sort. Vous savez qu'à l'aéroport, c'est quasi impossible. C'est par la voie fluviale qu'on passe avec nos trophées, et je dis nos trophées, nos défenses d'éléphants pour aller de l'autre côté de la mer. Maintenant, pour parler des braconniers, parce que c'est un sujet qui est assez sensible, qui concerne le Burkina Faso, mais qui concerne également d'autres pays où on a des réserves, des ranchs, comme c'est le cas pour vous qui en gérez. À partir du moment où c'est du petit braconnage, où on tue une bête pour avoir de la viande de brousse, comme on dit vulgairement, est-ce que ce braconnage-là est plus toléré que celui qui concerne un éléphant qu'on tue juste pour ses défenses? Non, le braconnage, c'est un braconnage. Vous avez la possibilité de venir prendre votre permis et de chasser ce que vous pouvez payer. Prenons un exemple, la population riveraine. Il y a des oviques. Les oviques, c'est les zones villageoises de gestion de la faune. Alors, vous pouvez prendre un permis. Un permis pour un Burkinabé, ça coûte quoi quand c'est dans les oviques? C'est quelque chose de 12 000 à 15 000 pour l'année. Maintenant, vous êtes obligé maintenant de respecter la réglementation en allant là-bas. Vous allez faire une chasse sportive et non faire du braconnage. Parce qu'il n'y a jamais un braconnage léger, non. Parce que dès que vous commencez, vous ne pouvez que continuer et ça ne s'arrête jamais. Alors, je déconseille pour tous vous et moi, allez-y, prenez vos papiers, faites la réglementation normale et vous allez chasser. Vous n'aurez absolument pas d'inquiétude, pas de sueur froide et vous chassez à l'aise. Et quelles sont les contraintes pour un chasseur sportif qui arrive au Burkina, par exemple? Il a son permis, il peut descendre des mâles, comme vous le disiez, de 7 ans, voire plus. Mais quelles sont les contraintes? À partir de quel moment est-ce qu'il franchit une ligne rouge et que risque-t-il surtout? Pour un lion, vous voyez ce que c'est un risque permanent. Et même les autres animaux, même le buffle. Parce qu'il y a plus d'accidents de buffle que de lions. Alors, dès que le chasseur arrive, je décris à peu près une journée de chasse pour vous. Nous avons des 4x4, les Land Cruiser bâchés, nous avons le guide, nous avons le pisteur, nous avons le porteur, nous avons le chauffeur. Ils vont à la recherche, ils quittent à 5 heures du matin. Heure Afrique, je parle de... Oui, ils quittent 5 heures du matin, à 6 heures c'est l'ouverture de la chasse. Et dès qu'ils voient des traces, ils descendent du véhicule. Le pisteur est devant. Le travail du pisteur, c'est de prendre les traces de la bête. Et dès que le pisteur voit la bête, son travail s'arrête là. Maintenant, il appartient au guide. Le guide, c'est comme
c'est un garde-corps. Il appartient au guide de regarder la bête et de décider que la bête, on peut la tirer ou on ne peut pas la tirer. Parce qu'avec le guide, il sait que la bête a plus de tant d'années et que tu peux tirer. En ce moment, dès que le guide il observe tout ça, il fait venir le client devant lui, il lui dit cette bête-là, on peut trouver une centaine de buffles par exemple, on dit bon c'est le premier ou le dernier ou c'est celui qui est arrêté. En ce moment, on l'autorise à tirer. Et dès qu'il frappe, le guide se met devant encore pour sa sécurité dans le cas où la bête va revenir. Mais la plupart du temps, on a la chance, quand on frappe par exemple un buffle, il s'en va, il va à une distance de 100 mètres. Et maintenant, quand vous allez à sa recherche, maintenant qu'il charge, en ce moment, il y a au moins 3 fusils qui peuvent l'arrêter. Donc, je dirais qu'il y a une sécurité totale, en tout cas en ce qui nous concerne au Burkina. Pour venir chasser au Burkina, peut-être en 15 ans, peut-être qu'on a eu 2 ou 3 cas. Mais là aussi, c'est minime parce qu'on ne peut pas faire de la chasse sans avoir des accidents de chasse. Et comment est-ce que vous vérifiez que la personne qui vient chasser est professionnelle? C'est-à-dire qu'elle est consciente, quand je dis professionnelle, c'est qu'elle est consciente des risques qu'elle encourt et qu'elle prend suffisamment de précautions pour ne pas se mettre elle-même en danger, ne pas mettre les guides en danger. C'est vrai, dès que l'intéressé, on a un champ de tir. Nous allons y tirer. Au niveau de la sélection, comment vous faites pour vous assurer que la personne qui vient ne se met pas en danger et ne vous met pas en danger? Il doit avoir un permis de son pays d'origine qui atteste qu'il est un chasseur. Et il y a des organisations de chasse également. Si nous tapons là-dessus, nous voyons déjà que le type, il n'est pas novice. Et surtout au vu du permis de l'Union européenne, on te met la date à laquelle le type a passé son test de chasseur, tout est là-dedans. Nous savons que si, par exemple, c'est un débutant qui vient d'avoir son permis comme un chauffeur, nous sommes obligés de l'encadrer. On l'encadre presque pas même. On est obligé à peine même d'attraper son arme pour lui dire attention, doucement, on attrape. Dès que tout est fait maintenant, on lui met en position de tir. Mais sinon, la plupart des gens qui viennent pour la première fois en Afrique, ils sont suivis. On les amène au champ de tir, ils font l'essai. On regarde sur les 3 balles qu'il met sur notre champ de tir. S'il arrive à rentrer dans le rouge ou aux alentours, nous savons que quand même, il est apte à pouvoir tirer. Mais il y a d'autres, dès qu'ils arrivent, dès qu'ils tirent, ils demandent au guide de doubler pour éviter qu'il y ait des incidents. Mais sinon, la plupart des chasseurs, ils tirent très bien et dès qu'ils tirent, on dit d'ajouter, ils ajoutent 2, 3 fois et on sèche la bête et hop, tout est cuit. Je voulais juste vous demander pour terminer, parce qu'il nous reste 5 secondes à peine, est-ce que ça rapporte à l'économie nationale, la pratique de la chasse sportive? Bien, le dernier bilan qui est passé en Conseil de ministres, uniquement dans notre domaine, nous étions à près de 3 à 4 milliards. Et tout confondu. Maintenant, il faut ventiler, il faut enlever les marges de l'État, du secteur privé, des opérateurs. C'est un secteur rentable, mais il faut gérer. Il faut gérer méthodiquement pour que la ressource puisse continuer de vivre. Merci, M. Kaboré. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition de l'Entretien du jour. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.